Voilà, donc je vais vous présenter une réflexion sur le pouvoir d'agir des parents, donc qui ne va pas parler que de la GBF, mais plus globalement du pouvoir d'agir des parents, notamment en protection de l'enfance. J'étais là donc en tant que fil rouge un peu, voilà, à ponctuer des réflexions, et puis surtout ce qu'on avait convenu avec les collègues qui organisaient, c'est qu'au fil de la journée, moi j'avais plein de pistes là-dessus, parce que je ne sais pas faire grand-chose dans la vie, mais c'est à peu près ça que je fais depuis 20-25 ans, d'accompagner la réflexion sur des questions à la fois de démocratie participative d'une part, en politique de la ville, etc., les quartiers, et puis sur le pouvoir d'agir des parents et la participation des personnes accompagnées. Ça porte plein de noms divers et variés, je vous en parlerai un petit peu. Et que du coup, voilà, comme j'arrivais avec plein de pistes, selon ce que je sentais, j'avais un peu des bribes, et j'ai composé un PowerPoint qui est déjà beaucoup trop fourni. Je dois avoir 40 diapos là. Donc évidemment, on ne va pas y arriver. Voilà. Mais c'est pas grave. Je me dis que je vous les laisse. Ça va vous frustrer parce que je vais passer certaines. J'ai rapatrié des choses sur l'histoire du développement du pouvoir d'agir, sur les effets iatrogènes. Je pense qu'il faudrait revenir un peu sur aussi, voilà, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'être un parent confronté à la protection de l'enfance, à partir des travaux que j'ai pu mener moi avec ATD Carmonde. Donc j'ai rapatrié des choses. Des fois c'est long, donc je passerai. Là c'est pareil. Mais l'idée c'est comme ça. Il est de toute façon dans l'ordinateur de Madame Liotto. Donc vous l'avez après. Vous pouvez évidemment le distribuer aux collègues. Il y a beaucoup de références comme ça pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc la première diapo permet de me présenter un petit peu. Voilà, je suis praticien-chercheur et j'accompagne en gros des structures de protection de l'enfance, énormément les départements et les sauvegardes, en gros, en tout cas le secteur associatif de protection de l'enfance, sur la question justement de la participation des personnes accompagnées. C'est-à-dire que mon travail consiste en gros, quand il y a un problème ou quand il y a une envie de révision d'un projet de service ou d'un projet d'établissement, de dire mais dans ces cas-là il faut qu'on le révise avec les gens et qu'on fasse des groupes avec les jeunes, qu'on fasse des groupes avec les parents, etc. Et ça passe énormément par le collectif. Bon, vous verrez, pour moi il n'y a pas de pouvoir d'agir s'il n'y a pas des collectifs à des moments. Pour moi, je vais avoir mes positions, vous pouvez avoir les vôtres, je pense qu'il peut y avoir du pouvoir d'agir individuel, mais moi je m'intéresse, en traitant des situations de façon individuelle, comme on a entendu aujourd'hui, et il y a du pouvoir d'agir. Moi, je pense que le passage par les collectifs, notamment, qui est un continent inexploré en protection de l'enfance, ça nous ouvre des pistes absolument énormes. On voit l'importance que ça a pour nous d'être en collectif. Et c'est la même chose pour les gens. Ils y comprennent beaucoup mieux ce qu'on attend d'eux, ce que c'est qu'un PPE, par exemple, ce que c'est qu'une AGBF, quand ils se mettent à en discuter entre eux. Ça a des effets vraiment d'estime de soi. Enfin, ça a beaucoup d'effets extrêmement intéressants. Voilà, donc, du coup... Je me dis que je vais essayer d'aller sur quatre points. Je vais vous rappeler un peu le contexte d'émergence des pratiques dites de développement du pouvoir d'agir. Je vais nommer quelques pratiques que j'ai comparées. Moi, j'essaye de m'intéresser dans mon travail Alors du coup, je dis praticien-chercheur. Il y a des moments où j'essaye d'être un chercheur, même si je ne suis pas un chercheur universitaire à la fac. Mais j'essaye de comprendre un petit peu de façon, on va dire, épistémologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde toutes ces pratiques-là, éthiquement, méthodologiquement, etc. Et donc j'ai regardé, pas toutes les pratiques de développement du pouvoir d'agir, mais certaines. Donc je vous en nommerai quelques-unes, sans toutes les détailler, évidemment, on n'en a pas le temps. Et je vous dirai les traits communs. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on les nomme développement du pouvoir d'agir, et alors du coup, c'est quoi les traits communs? Donc il y a des traits communs à un certain nombre de ces pratiques-là. Certaines, je les ai développées, pour d'autres, je les ai juste observées. Voilà. Donc je voudrais qu'on en parle. On fera un petit focus sur les effets dits iatrogènes. Effets iatrogènes, je définirai ça tout à l'heure, mais en gros, c'est les effets indésirables. Parce que si on ne travaille pas là-dessus dans nos pratiques, je pense que c'est difficile d'aller vers du pouvoir d'agir. Voilà. Et puis je terminerai par quelques questions, des tensions que j'ai identifiées en vous écoutant ou en lisant les PowerPoint avant de venir vous rencontrer, et quelques pistes pour l'action. Je ne veux pas dire préconisation, ça fait comme si moi je savais ce qu'il faut faire, mais en tout cas des pistes qui me paraissent intéressantes. Au travers vous verrez aussi des dessins. Il y a des dessins quand j'interviens, des fois alors comme pour Monsieur Edmond, là il se trouve que des fois c'est mon frangin qui m'accompagne, il est illustrateur, dessinateur de presse, donc il croque un peu ce qu'on raconte les uns et les autres, et du coup pour faciliter la compréhension, j'introduis ces dessins dans mes diapositives. Voilà. Empowerment, pouvoir d'agir. Quelles sont les origines? Alors on pourra en nommer plein, moi je vais en nommer une assez personnelle tout à l'heure, mais globalement on s'accorde pour dire que la question du pouvoir d'agir s'origine notamment à partir des années 60-70, même si au fond la question de la participation c'est la question éternelle du travail social évidemment.
depuis que nos professions existent. Mais en tout cas, il y a des psychologues cliniciens qui, dans les années 60, donnent naissance à ce qu'on a appelé la psychologie communautaire. Vous voyez, ils sont déjà un peu lassés de pratiques trop individuelles. Donc c'est des gens comme Seymour Sarason, par exemple, je vais en parler tout à l'heure. Il donne naissance à la psychologie communautaire en disant on fait que du colloque individuel ou du colloque singulier, donc moi professionnel, psychologue, avec quelqu'un qui va pas bien, et à un moment donné il trouve que ça redonde, il trouve que ça a des effets d'enfermement, que ça a des effets de fixité. Je me comporte en psychologue ou en psychiatre, et donc l'autre se comporte en fou ou en personne qui va pas bien, et les vaches sont bien gardées. Quelque chose un peu d'une symétrie piégeante. Voilà. Donc il y a cette prise de conscience. Donc ils prennent conscience des effets iatrogènes, donc des effets indésirables d'une relation, dont pourtant les intentions sont bonnes. Alors, et ils disent, ça a des effets d'infantilisation, on est toujours dans cette fameuse position asymétrique. Là-dessus, je pense que c'est des choses, pour les travailleurs sociaux que vous êtes, qui sont assez usuels, donc on va aller vite. Des effets de stigmatisation aussi, c'est-à-dire des effets d'étiquetage, on est toujours sur ces questions-là. Puis des effets de double victimisation, au sens où les gens déjà vont pas bien, mais en plus à certains moments, on va finir par leur reprocher de continuer à pas aller bien. C'est le cas qu'on rencontre malheureusement le plus fréquemment avec les situations de violence conjugale, dans les effets d'emprise, où effectivement vous pouvez mener un travail très long, très aride, très ingrat avec une femme, etc. Et puis au moment où on a commencé à trouver des solutions à logement, etc., et voilà, on entend dans les équipes, mais comment ça se fait qu'elle y retourne? Et donc, on a presque envie de la taper, nous aussi, quoi, en disant, mais, enfin, je le dis, oui, mais au sens où ça, parce qu'elle détruit parfois 3 années de travail. Alors évidemment, mais c'est ça les effets de double victimisation. J'appuie trop vite. Si. Voilà. Alors, un petit Seymour Sarason, donc, dans les années, enfin en 76, dit notamment, utilise une formule en disant il y a des effets iatrogènes qu'il appelle la monopolisation professionnelle. Et c'est pour ça que je vous ai interrogé à des moments dans la journée sur comment on peut élargir le réseau, pas qu'à nous. Sinon, on peut continuer à être dans la monopolisation par moment avec toutes les bonnes intentions du monde. Et donc, cette formule que je cite là, que je trouve assez savoureuse, un peu, qui nous égratigne tous, j'ai été amené à comprendre que tout ce que les professionnels réussissent avec la meilleure volonté du monde, c'est de définir un problème de telle sorte que sa solution nécessite uniquement le recours à des professionnels, ce qui, étant donné le manque patent de ressources, rend le problème insoluble. Vous voyez, c'est une petite formulation un peu ironique à notre endroit à tous, en disant mais finalement on va pas s'en sortir comme ça parce que du coup nous on contribue à fabriquer le problème et notamment à le nommer. Et bon, on verra que dans les pratiques, c'est pour ça qu'on le nomme comme une des origines, dans les pratiques du développement du pouvoir d'agir, le problème est toujours soit co-nommé, soit nommé, et on se met en route avec ce que les gens identifient comme problème. Même si nous, on est persuadé que le problème n'est pas là. Même si l'équipe, alors c'est pour ça que c'est compliqué le développement du pouvoir d'agir, parce que des fois on va se mettre en route sur des choses qui ne nous paraissent pas devoir être travaillées avec les gens, mais qui sont la piste sur laquelle ils peuvent partir. Ça va avoir des effets effectivement de mobilisation, d'égalité, etc. En fait, ça va avoir des effets mobilisateurs. Mais sur le coup, c'est compliqué, notamment quand on défend ça en commission. Les collègues qui travaillent en développement du pouvoir d'agir, dans la commission ou avec des collègues, on va leur dire, mais ça va pas, c'est pas de ça dont elle a besoin, cette femme. Mais c'est de ça, on la connaît bien, etc. Le DPA, c'est bien de se dire, on va le voir tout à l'heure en protection de l'enfance, avec des auteurs un peu plus récents. Voilà. Je lis pas tout, de mes diapos, c'est pareil. Voilà. Alors, l'écho de la monopolisation professionnelle, formulée dans les années 70 par Sarason, c'est, si on revient plus dans nos années récentes, c'est ce que Karl Lacharité, donc le collègue québécois, qui est aussi praticien et chercheur finalement, parce que là-bas c'est beaucoup plus facile de passer de l'un à l'autre, d'un statut de chercheur à un statut de praticien. Il parle de captation institutionnelle. La parole des enfants et des parents sur eux-mêmes et sur les circonstances de leur vie quotidienne se trouve constamment déplacée à l'intérieur d'univers sémantiques, c'est-à-dire réinterprétés, on pourrait dire, et nommés avec nos concepts, univers sémantique qui se révèle souvent passablement éloigné des espaces ordinaires d'où elle émerge spontanément. Ce qui fait que c'est ça l'effet de captation. C'est-à-dire que les gens, ils vivent des choses, ils sentent bien que tout ne va pas bien dans leur vie, mais du coup, il y a quelque chose qui est nommé, qui a un effet d'étrangeté, qui peut avoir un effet d'étrangeté. Voilà. Et de dire, mais est-ce que c'est bien de moi dont on parle? Et donc un effet finalement d'abandon. Du coup,
un peu comme chez le médecin, si vous voulez, hein, pensons à Dr House, nous on est uniquement le symptôme finalement, et en face on a quelqu'un qui a des mots compliqués et un savoir beaucoup plus élaboré que nous, donc on lui fait un abandon de compétences. Vous voyez, donc, des fois on se retrouve piégé, et les gens se mettent parfois d'ailleurs dans ce rôle-là en disant mais c'est vous qui savez. Hein, dans les CMPP, une maman qui arrive avec son ado qui déconne, et je vous le confie parce que vous savez faire. Vous êtes psychologue, vous êtes éducateur spécialisé. Donc, il y avait une maman dans une MEX comme ça, dans une réunion de régulation, c'était assez marrant. Il y avait le papa aussi d'ailleurs. Mais bon, les gamins étaient très compliqués dans la MEX, et la maman dit à un moment donné, mais vous êtes drôle quand même, vous nous reprochez ce qu'on fait nous, parce qu'on les interrogeait beaucoup, comment ça se passe à la maison, vous y arrivez ou pas. Et son père et moi, on n'est pas professionnels. Vous êtes non seulement éducateur, mais en plus spécialisé. Et en plus, vous êtes 8, et vous n'y arrivez pas. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle se dit, ben, il s'est marqué dessus, éducateur spécialisé. Je ne sais pas qui a eu cette idée de nous nommer comme ça, vous voyez. Mais donc, les gens, du coup, ben, ils croient, ils se disent, ben, de même qu'un boulanger, on pense qu'il sait faire le pain. Donc lui, il s'est éduqué en fait, de façon spécialisée. Donc, s'il vous plaît, oui, donc ça crée des effets, je le dis un peu en plaisantant, mais ça crée des effets où à des moments, les gens nous abandonnent la compétence. Alors, dans le pouvoir d'agir, justement, on veut on veut qu'ils retrouvent leurs propres compétences. Voilà. Alors, une autre origine moins souvent évoquée, mais à laquelle je tiens, parce que moi, c'est dans ça que j'ai grandi professionnellement, quand j'étais jeune psychologue, dans une institution de psychiatrie alternative à la fin des années 80, début des années 90, du côté de Nantes, c'était une institution dite de psychothérapie institutionnelle. Et on racontait, alors ça vous dit quelque chose peut-être, la psychothérapie institutionnelle, pour les plus anciens, ceux qui ont connu le XXe siècle, je ne sais pas, dans la salle. Mais je vais vous raconter juste une histoire, parce qu'elle est pour nous un peu, enfin pour nous, les tenants de la psychothérapie institutionnelle, très illustrative de ce qu'on cherche dans le pouvoir d'agir. À savoir des positions égalitaires qui ne sont pas des positions de confusion. Hein, ça ne veut pas dire qu'après on est tous pareils, etc. Il y a bien des soignants et des soignés. Mais en tout cas, chercher des positions égalitaires. La psychothérapie institutionnelle a été inventée finalement de façon par hasard, on va dire, à cause de la guerre. On pourra en parler des heures, je vais essayer de le faire assez vite. En Lozère, à l'hôpital de Saint-Alban, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une conjonction avec trois psychiatres, un catalan révolutionnaire espagnol qui a été chassé par Franco, François Tosquelles. C'est pour ça que ça s'écrit Tosquelles, mais c'est Tosquelles. Jeune psychiatre un peu atypique. Ouais, je ne vais pas tout raconter parce que sinon on y est encore. Il travaillait notamment à soigner les soldats à partir de prostituées à Barcelone, parce qu'il disait, elles connaissent l'âme, elles ont une vraie bienveillance, elles connaissent l'âme des hommes. Et donc il était allé recruter des prostituées en disant, évidemment, vous ne ferez pas votre métier de prostituée avec moi, sinon ça ne va pas aller. Par contre, toute la qualité humaine que vous avez, je veux que vous l'utilisiez avec les soldats blessés. Donc elles ne faisaient pas le métier de prostituée, mais elles avaient, enfin voilà. Donc c'était un type qui avait des inventions un peu comme ça, étonnantes. Bref, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les fous n'ont pas vraiment de statut d'état civil, les familles les ont oubliés. Or, on a des cartes de rationnement, donc pour pouvoir bouffer, il faut absolument pouvoir prouver son identité, aller retirer des tickets de rationnement. Je le fais très vite. En même temps, il y a des difficultés d'approvisionnement, hein, donc c'est compliqué de se nourrir, il faut se débrouiller, c'est pour ça qu'il y a le marché noir, etc. Et en fait, dans cet hôpital-là, en France, on commence à mourir de faim. Il y a 40 000 malades mentaux qui sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques français. Hein, pendant la guerre, ça a été documenté par un historien dans les années 80, Max Lafon, dans L'extermination douce. Et donc on commence vraiment à mourir de faim, mais c'est pas grave parce que c'est des inutiles au monde, c'est des gens, c'est la psychiatrie des années 30, hein, donc si vous voulez ils sont attachés pour la plupart sur de la paille, etc. Enfin vraiment il y a des logiques évidemment très asilaires au mauvais sens du terme, et donc il y a des gens qui meurent de faim. Et Tosquelles, Bonafé et Paul Balvec, qui sont les trois psychiatres avec son équipe, ils se disent on ne va pas s'en sortir, on va suspendre le soin. Je le fais très vite. Hein. Mais ils se disent on va suspendre le soin parce que l'essentiel là maintenant c'est de bouffer. Il faut qu'on mange. Mais du coup, c'est pas nous, quelques infirmiers, quelques psychiatres, qui allons nourrir, parce qu'en plus cet hôpital qui avait, je ne sais plus quelle capacité d'accueil, avait triplé, il avait doublé en 1 an, puis triplé en 2 ans d'accueil, parce que les hôpitaux de l'Est, là où la zone était occupée, se vidaient, et donc on récupérait plein de... Je fais très vite. Et du coup, ils suspendent le soin,
Et à partir de là, ils commencent à se dire comment on va faire. Donc il faut qu'on cultive, il y a des bouts de jardin, comme ici il y a un patio, ben là on planterait des carottes au lieu de mettre des plantes vertes, etc., etc. Et puis on va s'embaucher aussi, début de la désinstitutionnalisation, on va s'embaucher dans les fermes de la campagne de Saint-Alban-sur-Limagnole, parce qu'il y a des femmes dont le bonhomme est parti au service du travail obligatoire ou est prisonnier à la guerre, et donc il y a du boulot dans les fermes, mais il n'y a pas assez de bras. Voilà. Donc ils créent des brigades, etc., etc. Et donc l'idée c'est de manger. Il n'y a pas eu de mort de faim. C'est le seul hôpital français où il n'y a pas eu de mort de faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je le fais très vite. Donc il y a une espèce d'agitation joyeuse, inventive, etc. pour dire, bon, et la question n'est plus de se soigner. Que pensez-vous qu'il arriva ? Là c'est une question, ça vous de répondre. Oui. Que pensez-vous qu'il arriva ? Voilà, vous avez compris très vite, les gens allaient mieux. Hein, voilà. Donc, à partir de là, Toscaïès, son équipe, après la guerre, ont commencé à... c'est là que Jean Houry, par exemple, qui est un des grands tenants, qui est mort en 2013, Jean Houry, clinique de la Borde, Jean Houry, le psychiatre, a fait son internat auprès de Toscaïès en 1949. Donc voilà, à partir des années 40-50, on commence à se dire qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, il s'est passé... qu'on a rompu le fil habituel de l'asymétrie entre les soignants et les soignés. Donc, bon, je peux pas tout raconter, mais voilà, on s'est dit, en fait, par le fait de désigner les gens d'une seule identité qui serait celle d'être défaillants, on continue à les installer dans cette défaillance, à ce qu'ils s'y complaisent, hein, et notamment les gens qui étaient psychiatrisés à l'époque, ben pour certains étaient des paysans, pour certains étaient des menuisiers, donc quand on a récupéré des lapins à l'hôpital, il a fallu faire des clapiers. Donc il ne s'agissait plus simplement de délirer, mais il s'agissait de fabriquer des clapiers. Il y en a un qui était cordonnier, donc il s'est mis à fabriquer des chaussures parce que les gens n'avaient plus de chaussures. Donc avec des bouts de bois, de la ficelle, etc. Il était excellent alors que c'était un malade chronique. Voilà. Donc ça c'est aussi la découverte finalement que quand on a... C'est pour ça que je parle de bricolage d'inventivité, d'énergie commune, et ça me faisait penser à la collègue du film de l'UDAF de ce matin qui à un moment donné dit mais cette énergie c'est eux qui nous la donnent. Donc on voit bien là qu'il y a de la circulation. Là il y a du pouvoir d'agir sans doute quand il y a une double circulation d'énergie dans les deux sens. Donc il y a de la réciprocité par rapport à quelque chose qui était asymétrique. Là on arrive à être dans une réciprocité. Ça c'est des éléments un peu indicateurs de pouvoir d'agir. Ça, là, je la passe très vite parce qu'on pourrait passer longtemps, mais je vous la laisse. En fait, dans les années 70, toute la question du pouvoir d'agir qui revient maintenant, on a parlé du rapport de Marie-Paule Martin-Blachet avec Rosenzweig. Dans le rapport de Marie-Paule Martin-Blachet, elle fait appel à l'approche écosystémique de Henri Bronfenbrenner. C'est formulé dès les années 70. Bronfenbrenner, c'est 79, son schéma de l'école, qui est mis dans le rapport de la conférence de consensus. Donc en fait, dans les années 70, hein, à la suite de ce qui se passe chez les psychologues communautaires des États-Unis, on a en fait, y compris dans l'Europe, toute une prise de conscience dans les institutions de la nécessité d'humaniser un petit peu le soin, la relation, etc. Et notamment de s'ouvrir à l'environnement. C'est pour ça que je vais vous parler ce matin du décret sur le PPE qui, à tous les moments, nous martèle de devoir discuter avec l'environnement familial élargi. Et qu'on est fondé, quand on est à l'ASE, par exemple, d'aider ceux qui vont aider l'enfant. On n'est pas simplement à travailler avec l'enfant, on est à travailler aussi avec ceux qui vont l'aider. Et donc on est fondé à rencontrer d'une part ces gens, à les légitimer, et ensuite à développer de l'aide auprès d'eux. De l'aide aux aidants, finalement, d'une certaine façon, si on le remet dans ce sens-là. Alors, quelques pratiques, je vais très vite, hein, quelques pratiques que moi j'ai pu observer et que je trouve intéressantes. Je vais essayer de vous nommer quelques traits communs. Des pratiques sociales ou cliniques de pouvoir d'agir. Donc il y a d'une part, moi je trouve assez porteur en protection de l'enfance, qui commence à se développer un peu en France, qui était une pratique discrète, c'est les conférences familiales. Family Group Conferencing, qui nous vient des Maoris de Nouvelle-Zélande, qui est en fait l'importation par un Australien, travailleur social australien, Paul Zoltan Ban, d'une pratique qui était une pratique traditionnelle des Maoris, de solution par l'ensemble du clan et de la famille et des personnes concernées quand il y avait un problème dans une famille, un début de délinquance, une offense d'une famille faite à une autre ou faite par un adolescent qui commence à poser des problèmes, etc. L'idée, c'était que le problème qui arrive à une famille, à une personne, vient troubler l'harmonie entière du clan, et donc du coup tout le monde peut être concerné pour venir essayer de réfléchir à comment on peut trouver des solutions. Donc ça produit des effets de réintégration, y compris de celui qui pose problème, et puis ça produit des effets d'apaisement des relations et des effets de déstigmatisation. C'est-à-dire celui
qui a posé problème, est aussi celui qui finalement permet soudain que tout le monde se remette à se parler. En France, alors je le fais très très vite, hein. Donc c'est une pratique traditionnelle qui est devenue une pratique de travail social, qui marche très très bien dans beaucoup de pays anglo-saxons depuis 20-30 ans, avec des évaluations extrêmement intéressantes, et en France qui est encore extrêmement liminaire, parce que dans la conférence familiale, la question clé va être posée par la maman ou par l'enfant, je dis la maman, le papa ou le couple parental, et c'est eux qui vont dire « je vous réunis parce qu'il faut qu'on réponde à cette question que moi j'ai posée, avec mes mots ». Et du coup, on n'est plus dans le bain de langage de la captation institutionnelle, on est dans le langage des gens. Bon, voilà, ça c'est les conférences familiales, on pourra en parler plus longtemps. Je me suis intéressé aussi au développement du pouvoir d'agir des communautés des personnes, là, qui est carrément la traduction en fait, d'empowerment par Yann Le Bossé, notamment au Québec. Il y a des pratiques aussi cliniques, hein, de la clinique de concertation que j'ai évoquée ce matin, qui a été développée par Jean-Marie Lemaire, qui permet alors souvent c'est avec des couples en difficultés multiples, hein, des gens qui ont des questions et de logement, SDF, toxico, enfin vraiment plus des enfants en bas âge, enfin voilà, quand il y a beaucoup de difficultés multiples, la clinique de concertation est très intéressante, parce que du coup le thérapeute ou l'intervenant va travailler avec la personne à convoquer, et c'est vraiment la personne qui est en difficulté qui va convoquer les gens, leur écrire une lettre, et puis finalement leur proposer de venir autour de la table pour réfléchir ensemble à comment on pourrait faire. Je me suis intéressé aussi à la recherche-action collaborative, là, pour montrer qu'il n'y a pas que des pratiques de travail social. La recherche-action collaborative, c'est essayer de changer les choses. On peut le faire par exemple dans des départements, hein. Je l'ai fait avec le projet pour l'enfant dans un département. On me demande de développer le projet pour l'enfant, le document, pour le coup, si vous voulez. Et donc, on est parti avec un groupe de parents de ce département et des travailleurs sociaux, assistants familiaux, éduques, AS, etc. Et on s'est dit, le chercheur, c'est pas moi le chercheur, à ce moment-là, j'abandonne et moi, je deviens plutôt le soutien au fait que ces gens-là vont devenir chercheurs. Et donc, alors les parents, ils disent, j'ai jamais fait de recherche. Et bien voilà, vous allez commencer. L'idée du pouvoir d'agir, c'est pas partir de ce que les gens pensent qu'ils sont pas capables de faire, mais c'est effectivement de les mettre dans la position citoyenne de pouvoir faire. Et ils peuvent faire, voilà. Et puis, je me suis intéressé aussi, parce que je l'ai créé avec le mouvement ATD Quart Monde, au croisement des savoirs et des pratiques, qui est une pratique où on crée des groupes de pairs, PAIRS, avec l'idée de réunir, alors moi je l'ai fait beaucoup avec les parents de la protection de l'enfance, et puis des professionnels, et pendant 4-5 jours, on est dans alors 4-5 jours soit de suite, soit après on a des séminaires plus disséminés, mais peu importe le dispositif. L'idée, c'est qu'ensemble, on se qualifie mutuellement sur la compréhension qu'on a chacun du système, qu'on a chacun des malentendus, la perception qu'on a de l'autre, les représentations tronquées, etc., avec un dispositif extrêmement rigoureux pour qu'il y ait une égalité de parole. Donc avec des parents, par exemple, qui connaissent absolument pas ces travailleurs sociaux-là, et des travailleurs sociaux qui connaissent absolument pas la situation des parents. Mais ça passe par des groupes, et donc du coup, à partir de là, on se met à réfléchir, il y a toute une méthodologie et une éthique pour réfléchir ensemble. Alors ça, voilà, pour moi, c'est ça, parce que le pouvoir d'agir, ça peut être un terme en général, voilà, pour moi, il y a des pratiques dites de développement du pouvoir d'agir et qui s'en réclament. Et voilà, c'était juste pour situer, moi je parle de ça. Quelques traits communs, je ne vais pas tous les donner, mais quelques traits communs qui me semblent intéressants là-dessus, c'est que quasiment toutes les pratiques de développement du pouvoir d'agir travaillent avec des groupes sociaux. C'est-à-dire très peu d'approches individuelles, travaillent avec la communauté élargie. Très souvent, on cherche à... Alors, comme dit Guy Oslo, pour ceux qui connaissent la systémie, il y a des parentés énormes. Guy Oslo, dans la compétence des familles, il vous invite à élargir le cercle en permanence. Toujours élargir le cercle. Justement, pas faire ne pas se méfier si les grands-parents veulent participer, on les met autour de la table et pas se dire, de pas psychologiser, comme disait Bérangère ce matin, pas psychologiser en se disant pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent, on les met autour de la table. Les conférences familiales, par exemple, dans les pays anglo-saxons, je travaille avec Hélène Van Dijk, qui est franco-néerlandaise sur cette question-là. Elle l'a beaucoup développée aux Pays-Bas. Elle est très étonnée en France de la méfiance. Elle dit, mais vous êtes tout le temps méfiant de tout. Dès que quelqu'un veut aider, elle dit, nous, aux Pays-Bas, quand quelqu'un veut aider, on le met autour de la table. Et pourquoi vous... Alors, elle est très étonnée de ça, parce qu'elle se dit, il y a toujours une espèce de méfiance. Qu'est-ce qu'il vient chercher, comme si c'était... Voilà. Donc, il y a aussi sans doute des biais culturels dans cette affaire-là. Donc, je travaille avec des groupes sociaux. Dans le pouvoir d'agir, il y a toujours une décision qui est laissée au système, au système, c'est-à-dire à
à la personne et à son entourage. Et il y a de l'initiative possible. Donc c'est pas nous simplement c'est pas une logique asymétrique où nous on dirait ce qu'il y a à faire. Un autre trait commun des pratiques de pouvoir d'agir, c'est de postuler toujours les capacités de la communauté ou du groupe social, ou en tout cas dès lors qu'on élargit le groupe justement, à inventer, à imaginer des solutions concrètes. Toujours la question du concret. C'est pour ça que la GBF est intéressant, parce que c'est une base qui travaille sur le concret. C'est pour ça que je pense que ça pourrait parler sacrément à des parents qui ont besoin qu'on leur parle de choses concrètes. Voilà, donc on postule la capacité que les gens vont pouvoir inventer des solutions qu'on n'aurait jamais vues. Et effectivement, ils amènent toujours des solutions parce qu'eux, ils connaissent la situation, ils connaissent l'enfant, ils savent quelles sont leurs limites, ils savent ce qui est possible, et eux, ils sont ouverts 24 heures sur 24 parce que c'est la famille. Donc ils peuvent nous ramener des idées, des solutions qui sont absolument inédites et qu'on n'aurait jamais osé penser. Puis surtout, si on avait osé la penser, on n'aurait jamais pu aller, je sais pas, demander à une voisine du dessus de prendre les petites pendant un week-end sur 2 ou je sais pas quoi, alors que dans une conférence familiale, il va y avoir cette solution-là. Évidemment, nous, on ne peut pas. On ne peut pas dire... si on va voir la voisine en disant « on a pensé à un truc », elle va dire « mais faites votre boulot, c'est pas à moi de le faire ». Alors que dans un processus, justement, où il y a de la liberté de discuter, de réfléchir, etc., les gens vont pouvoir miser quelque chose qui leur appartient, finalement. Vous voyez, et qui n'est pas venu de nous. Donc c'est un processus, le pouvoir d'agir, et finalement un processus un peu d'effacement, d'une certaine façon. Alors c'est pas un effacement, parce que, vous le verrez, la question est de... Ce qu'on a à effacer dans nos postures, l'invitation du pouvoir d'agir, c'est d'effacer un peu ce sur quoi toutes nos professions se sont structurées depuis des décennies, à savoir, on a structuré nos professions sur de l'expertise sur autrui, ce qu'on appelait connaissance des publics, puis on fait de la psycho, donc on connaît le fonctionnement. Et plus on connaît, donc la logique un peu diagnostic médical, plus j'en sais, mieux je pourrais, d'ailleurs on évalue là-dessus, la capacité à voir la vision holistique, l'ensemble des... Bon, vous voyez, donc on est un peu obsédé par cette affaire-là. On a bâti de l'expertise sur autrui, et aujourd'hui, le pouvoir d'agir nous invite à passer d'une logique d'en rabattre un peu, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ça, mais d'en rabattre dans l'expertise sur autrui, pour aller sur une autre type d'expertise qui est plus psychosociale, sur les conditions de la rencontre entre différents acteurs, pour qu'il y ait de la régulation, parce que faire une clinique de concertation, faire une conférence familiale, faire un croisement des pratiques, ça peut être une pétaudière, évidemment, vous réunissez tous les gens, etc. Donc si vous n'êtes pas maître un petit peu de comment ça se passe, de la sécurité des uns et des autres, donc vous voyez, on déporte d'une compétence de connaissance des autres à une compétence de connaissance des conditions de la rencontre entre autrui, pour que dans des situations conflictuelles, il se passe quelque chose de positif. Le psychosociologue appelle ça l'intégration conflictuelle. Évidemment, on ne va pas tous être d'accord. La famille, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des conflits. Quand vous réunissez une conférence familiale, il y a des conflits, ça gueule, ça règle des comptes entre le frère et la sœur. Papa t'a toujours mieux aimé. Enfin, bon, vous voyez. Mais comme pour nous tous à Noël, enfin, vous voyez, quand tonton a un peu bu, ça commence à sortir. Donc, cette idée de passer d'une expertise sur autrui qui a structuré nos métiers, mais qui, pour une part, nous emmène dans des impasses. D'ailleurs, tous les collègues qui font du pouvoir d'agir le disent. Je me sens beaucoup plus... Je porte beaucoup moins. Et je suis moins le petit Atlas, l'image du travailleur social, ça pourrait être Atlas, qui porte... Vous voyez, on porte et on se dit, face à autant de difficultés, comment je vais pouvoir trouver les réponses? Les collègues qui pratiquent du développement du pouvoir d'agir disent finalement, on partage la possibilité de trouver des réponses et on se sent un peu soulagé parce qu'on est beaucoup moins dans une logique de culpabilisation en disant, je dois absolument tout trouver, tout solutionner. Il y a quelque chose qui appartient aux gens de toute façon. Donc, bon, je vais passer quelques... Je suis même pas à la 5e diapo, ça va être... Quand vous allez m'interpeller, ça... Mais je vais... Voilà. Bon, il y a d'autres traits communs, je viens d'en dire un, donc peu importe. Voilà, alors une illustration, justement, là, en protection de l'enfance, j'ai mis des bouquins aussi sur le côté pour que vous puissiez retrouver. Je disais ce matin que Carl Lacharité disent que... Et Jean-Pierre Gagné, ils disent que notre rôle, c'est de soutenir l'établissement conceptuel et éthique des parents, et c'est là où eux, ils disent, on part du problème tel que formulé par les gens. Ce ne sont pas les professionnels qui, en premier lieu, doivent comprendre la situation d'un enfant et de sa famille. Vous voyez, c'est un peu iconoclaste par rapport à ce qu'on a appris. Ce sont ces personnes elles-mêmes qui ont intérêt à acquérir cette compréhension avec la collaboration des professionnels. Donc ça ne veut pas dire qu'on s'efface totalement, mais qu'on ait un autre endroit dans la possibilité pour les gens de formuler. C'est pour ça que je parlais des outils. Il faut qu'on travaille sur des outils qui permettent aux gens de formuler. Parce que nous, qu'on ait compris, c'est bien mignon. Guy Oslos le dit dans La compétence des familles. En fait, c'est nous qu'on veut faire briller. Mais comme on a été évalué là-dessus quand on était petit, quand on était à l'IRTS, ben effectivement, du coup, on continue cette affaire-là en pensant que c'est ça qui est bien. Vous voyez,
caricature un petit peu, mais voilà, il y a quelque chose de ça. Bon, ça, je vais passer, vous le direz quand je serai plus là. Donc, pas de pouvoir d'agir sans déjouer les effets iatrogènes. Donc, les effets iatrogènes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les effets pathogènes, on pourrait dire nosocomial à l'hôpital, c'est tous les effets de stigmatisation. Voilà. Je veux juste mettre ce petit dessin pour dire personne n'est et cette diapo pour dire personne n'est coupable de ces effets. Parce que des fois, Bérangère, elle me dit quand elle m'écoute qu'après, elle se sent coupable. Elle dit oh, merde, j'ai pas pensé à faire. Alors, je veux pas culpabiliser les gens. Et donc, personne n'est coupable de ces effets iatrogènes. Par contre, on en est tous comptables. Vous voyez, tous comptables, c'est-à-dire qu'on a tous à y regarder. C'est pas nos intentions qui sont en compte, ni même notre éthique, qui est en général plutôt bonne et plutôt bienveillante, quoi. L'illustration du dessin, c'est juste pour dire que l'effet iatrogène, par exemple, c'est le résultat indésirable que tout le monde obtient sans que personne l'ait voulu. C'est quand ma mère, on va la mettre, on va l'accompagner vers un EHPAD parce qu'elle a 93 ans, tout le monde s'inquiétait pour elle, elle est tombée plusieurs fois cette année, etc. Elle arrive dans l'EHPAD, elle est et il n'y a que des gens bien et bienveillants, etc. Sauf que très rapidement, en fait, elle va perdre une partie de sa masse musculaire, elle va perdre une partie de sa stimulation, elle va plus chez la voisine d'en face à 100 mètres, prendre le petit café à 14h, bref, elle va plus chercher son pain, et gna gna gna. Et donc, du coup, il y a des effets iatrogènes. C'est ça, les effets iatrogènes. C'est les effets, c'est pas des effets dont on serait coupable, on n'est pas méchant. Mais du coup, c'est des... Voilà. Et donc, rameuter beaucoup de sociétés civiles autour de nous, c'est une façon de contrer les effets iatrogènes. Bon, voilà, liste d'effets iatrogènes. J'ai rameuté plein de choses que je raconte en formation, mais c'est quand on a 3-4 jours. Donc, vous les lirez. Voilà. Et je disais ce matin, mais comme ça, je vous le redis, même le travail en réseau qui a été mis en place pour contrer l'émiettement porte un potentiel effet iatrogène si il s'institutionnalise trop. C'est pour ça que je donnais ce matin cette préconisation, pourquoi pas, de permettre, quand on fait du réseau, d'abord d'élargir au réseau des personnes, vous voyez, de légitimer ce réseau-là, même s'il nous apparaît comme un peu... Il y a un oncle qui est un peu bizarre, ou qui nous fait peur même, parce que il y a des gens du voyage, tout ça, donc il n'a pas tout à fait la même apparence que nous, etc. Et on va être un peu comme ça, voilà, il n'a pas la même façon de parler, il est un peu... parce que lui-même a peur de tout ça, donc il est aussi dans la défiance. Bref, et on va mettre autour de la table un assemblage plus hétéroclite. Donc à nous, du coup, de réguler et de savoir de ne pas faire que ce soit une pétodière. Mais voilà, sinon le travail en réseau peut avoir... Donc j'ai mis une référence d'un psychiatre sur cette question-là, les effets iatrogènes des interventions multiples. Ça a été abondamment montré. Et c'est montré aussi par Pierrine Robin en protection de l'enfance, la jeune chercheuse. Donc la piste d'action que je disais tout à l'heure, c'est toujours permettre que ce soit les gens eux-mêmes qui invitent, convoquent et mettent autour de la table. Alors, quelques biens visibles. J'ai encore combien? 5 minutes? Allez, hop. Je vais mettre l'accent. On pourrait passer 1 heure, mais je vais vous les présenter, puis vous les lirez. Voilà. Je voulais mettre l'accent sur quelle est cette expérience subjective d'être confronté aux services sociaux, notamment aux services de protection de l'enfance. Là, c'est à partir de tout ce que j'ai appris depuis 20 ans avec des parents dont les enfants sont soit en mesure d'AEMO, d'AED, ou pour beaucoup quand même des enfants placés, notamment avec le mouvement ATD Quart Monde, dans ce qu'on a appelé le croisement des savoirs et des pratiques. L'expérience mais ça a été dit ce matin, donc c'est pareil, je peux aller très vite. L'expérience première, c'est une expérience de disqualification et de honte. Là donc, c'est aussi un effet iatrogène, personne ne le veut. Vous n'êtes pas là en train de désigner les gens. Ça a un effet de toute façon d'être pris dans la question de la protection de l'enfance, un effet de disqualification et de honte. Donc là, je fais appel à un philosophe français contemporain, Fred Pochet, dont les ouvrages sont très intéressants pour réfléchir à cette question-là. Et puis la citation d'une personne en formation, par exemple, une personne dont les enfants sont placés, quand on essaie de définir la pauvreté, elle nous dit « Au fond, être pauvre, c'est passer ta journée à rencontrer des gens qui sont payés pour te voir. » Vous voyez, alors il y a un côté rigolo sur le moment, et en fait, il y a un potentiel très dépressif. Vous voyez, c'est déprimant d'avoir un agenda qui... Il y a des enfants qui ont dit ça. J'ai rencontré récemment des enfants qui ont dit ça. Mais en fait, j'en ai marre, moi, de rencontrer que... Vous voyez, ils ont un agenda où on veut tellement les réparer de partout, entre le CMPP, l'orthophoniste, etc., qui ne sont que des gens bienveillants, je le redis, qu'à un moment donné, ils disent « Moi, j'aimerais bien rencontrer des gens qui ne sont pas payés. » Vous voyez, merde, et je me suis dit, il dit comme la dame il y a quelques années. Vous voyez. Donc ça a des effets.
Bon, le sentiment, évidemment, en protection de l'enfant, c'est l'intervention la plus violente, pas au sens où les gens sont violents. Là, je fais appel au bouquin de ce collègue Régis Séché, que je vous invite à lire si c'est déjà fait. Reconnaissance sociale et dignité des parents d'enfants placés, donc avec des verbatims qu'il a recueillis auprès de maman. Surtout qu'on vous dit, on vous fait sentir que vous n'êtes pas bonne, néfaste, bonne à rien, vous êtes une merde. Voilà, la maman qui se définit. Voilà. Si, un mot là-dessus. La disqualification et la honte, si on retourne chez le philosophe Paul Ricoeur, avec tous ses travaux sur l'homme capable, le sujet capable, Ricoeur dit que l'humiliation, ce qu'elle mutile, c'est la possibilité d'agir. Vous voyez, les gens qui sont qui ont été agressés sexuellement, ou même agressés simplement pour un vol, etc. Le fait de ne pas avoir pu agir, de ne pas avoir pu bouger, atteint leur estime d'eux-mêmes. C'est très étonnant, parce qu'ils y sont pour rien. Et nous, on a beau leur dire, mais tu y es pour rien. C'est pas toi qui es sale. Il y a quelque chose qui est intégré du côté de l'humiliation et qui après peut scléroser quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les effets post-traumatiques. C'est très étonnant cette affaire-là. Donc l'humiliation, en fait, ça mutile la possibilité d'agir. Face à quoi d'ailleurs, face à ce qui est ressenti en tout cas comme des humiliations, les gens ont deux solutions. Et là, je pense à un travail qu'on avait fait dans mon quartier quand j'habitais dans un quartier d'habitat social avec des parents et des associations militantes. Il y avait une maman, Malika, qui, après avoir fait justement une pratique de co-formation, de croisement des savoirs et des pratiques, où elle avait travaillé avec des inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance, à analyser des situations, et donc elle avait retrouvé de l'estime d'elle-même, elle qui déprimait depuis des années de ne pas réussir à s'en sortir, d'avoir le sentiment d'être pas entendue ou écoutée. Elle revient un samedi matin, quand on faisait la préparation de ce travail-là, elle revient vers nous et elle dit « Hier, j'étais en audience avec le juge. C'est la première fois que j'ai pu parler à la juge sans m'écrouler en pleurs ou sans hurler par-dessus tout. » Et c'est intéressant parce qu'elle désignait quelque chose comme ça. Et on s'est dit justement, le travail qu'on a à faire, nous, c'est que les gens, pour s'y retrouver, soit pas parce que soit je m'écroule en pleurs et j'abandonne parce que c'est trop dur cette relation-là, qui est pourtant nécessaire. Vous disiez, nous, notre rôle, c'est de dire les choses. Donc ça, c'était sacrément intéressant de pouvoir être celui qui dit les choses pour que d'autres après viennent les récupérer différemment. Donc ça, c'est super intéressant. Mais donc, des fois, l'autre mécanisme de défense, c'est de passer la surmultiplier. Ça, c'est donc très bien expliqué dans les bouquins de Vincent de Gaulle et Jacques, par exemple, sur la question de la lutte des places, ou les sources de la honte. Il dit comment la violence verbale, c'est une façon de récupérer, de façon en impasse, évidemment, mais une image de soi à un moment donné. Voilà, bon, ça je passe. Un effet iatrogène, voilà. Ce que les gens décrivent souvent, c'est le sentiment. Mais ça, c'est un petit dessin qui illustre la captation institutionnelle, vous voyez. On est dans deux planètes à des moments, quoi. Voilà, voilà, ça je l'ai dit, pouf. Ça, c'est pas grave. Ah oui, un petit mot là-dessus, voilà. Et un bain de langage très étrange, être plongé, donc toujours la captation institutionnelle, être plongé dans nos affaires, c'est avoir un langage, entendre, on a entendu ASEF, AED, GBF, etc. Je nomme juste simplement, ça c'est un département qui s'enorgueillit d'être champion du DPA. Je ne vous dirai pas lequel c'est, même sous la torture, parce que je respecte mes partenaires. Mais ils m'ont demandé de former les équipes. Vous qui savez comment on fait avec les parents, en gros, vous allez prendre le PPE qu'on a fait, qui fait déjà 18 pages, en noir et blanc. Enfin bon, c'est atroce. Et vous allez former nos équipes à ça. Et alors moi, j'avais un supermarché, c'est un gros département. Donc je me disais, je vais enquiller comme ça. Super. J'ai refusé le truc, je vous le dis très vite, parce qu'à la première page, il y avait ça. Et alors c'est moi qui souligne. J'ai dit, mais oui, vous voulez qu'on fasse... Alors déjà, les travailleurs sociaux, ils vont gueuler et puis ils auront raison. Mais surtout, les parents, ils vont savoir d'emblée que c'est pas fait pour eux. Que tout le discours sur le pouvoir d'agir et la collaboration, c'est du pipeau avec ça. Je lui ai dit, vous regardez votre première page. Là, j'en ai mis que la moitié de la première page. Il y a 11 sigles. C'est pas possible. Vous tournez la page, il y a anamnèse après. Anamnèse de la situation. Il faut un peu être poli avec les gens quand même. Anamnèse, je suis sûr qu'on fait une enquête auprès de parents qui n'ont pas notre vocabulaire. Anamnèse, soit ils vont dire c'est un examen médical, mais parce qu'ils vont penser à amniosynthèse. Les gens ils pensent avec tiens ça ressemble donc à amniosynthèse, j'en ai passé une, j'ai passé une anamnèse. Bon j'espère que j'en ai. Ou sinon ils vont penser que c'est une maladie. Vous voyez donc c'est bon. Vous voyez, soyons un peu sérieux. Et donc, cette question-là, donc, si on veut parler de pouvoir d'agir, il faut déjà qu'on balaye
tous ces éléments-là. J'ai amené plein de mots, je ne peux pas tout vous les dire, mais l'adhésion, l'humilité. L'humilité, il y avait une dame, une professionnelle qui parle d'humilité, une dame en face qui a cru qu'elle parlait d'humiliation. Et donc qui dit, mais attendez, on cherche à se comprendre, alors que la professionnelle dit, il faut aller avec beaucoup d'humilité face à vous, la dame s'énerve, tout ça, mais parce qu'on est dans un dispositif de co-formation, on prend le temps de comprendre, et on dit, mais Marie-Thérèse, qu'est-ce qui t'arrive là? Ouais, mais l'humiliation, on en a bien assez. Ah, mais c'est quoi? Humilité. D'accord. Bon, vous voyez, c'est des mots simples, hein, donc c'est pas que les mots compliqués qui sont compliqués, y compris les mots simples. Adhésion, il y a un papa qui voulait pas. On a parlé de l'adhésion aujourd'hui. Hein. Il y a un papa qui disait, mais j'en ai marre d'entendre parler de votre adhésion parce que moi, l'adhésion, c'est quand je paye la cotisation au foot pour mon gamin ou l'abonnement à Ouest France. Mais moi, je veux pas ça. Hein, je suis pas abonné aux services sociaux. Donc, alors là, dit comme ça, c'est rigolo, mais tous ces mots-là mis bout à bout, ça fait... Enfin, vous voyez, donc ils sont très très loin de pouvoir agir, parce qu'on les a emmenés dans un autre univers. Voilà. Bon, on pourrait raconter plein d'autres choses. Juste quelques pistes, vous me permettez? Oui, bien sûr. Ah d'accord, vous êtes très aimable. Je vais très vite. Donc, on va passer... On parlait hier soir avec les organisateurs, quand on dînait, de la joie à un moment donné, hein, la nécessité, la réalité, elle est déprimante, mais parce qu'on est lucide. Mais, du coup, par contre, on ne peut pas changer le monde en faisant la gueule. Donc, il faut un peu de joyeuseté quand on y va, quoi. Hein, c'est bon, pour dire ça mieux, il faudrait aller chez Spinoza et Passion triste et Passion gay, etc. Mais bon, on ne va pas le faire. Mais je pense qu'il faut qu'on passe de la déprimante lucidité à une action plus joyeuse et que c'est un impératif éthique. On n'a pas le droit de désespérer. Hein, d'ailleurs, je trouve, moi, à des moments, avec les équipes, je trouve que ça, c'est un véritable problème. Quand on finit nous-mêmes par désespérer. Moi, je me souviens en psychothérapie institutionnelle, quand on désespérait, on changeait de référence. Moi, ça m'est arrivé d'être bloqué avec quelqu'un, mais parce qu'en fait, ces symptômes renvoyaient trop de trucs, etc. Donc là, on en parlait en réunion d'équipe, et j'espère qu'il y a encore cette possibilité de la clinique à des endroits dans nos équipes de penser ces questions-là et de dire, c'est pas grave qu'on soit en échec et qu'on est... Mais moi, je supportais plus. À des moments, je m'étais dit, il vaudrait mieux qu'il soit mort. Quand dans ma tête, quand j'ai formulé ça, je me suis dit, je vais en parler. Vous voyez, alors que si je me sens super évalué, pas à l'aise dans l'équipe, je vais fermer ma gueule. Parce que je vais dire, je vais le prendre comme un échec, alors que là, je le prends comme il y a quelque chose qui m'est adressé, donc on changeait de référence. Voilà. Donc impératif éthique, hein. C'était Kant hein, dans sa formulation des trois grandes questions. Hein. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Donc que puis-je savoir? La question de nos savoirs qui est tout le temps à réviser. Que dois-je faire? La question éthique. C'est pas parce que j'ai des savoirs que ça répond à la question que dois-je faire. Donc c'est deux questions distinctes hein, pour Kant, complémentaires mais distinctes. Et la troisième question, que m'est-il permis d'espérer? Et donc, ces trois questions, moi, je trouve qu'ils sont excellentes pour partir en réflexion sur le travail social. La question des savoirs, la question de l'éthique, comment faire dans cette situation qui est tout le temps piégée, compliquée, etc. Mais que m'est-il permis d'espérer? Si j'arrive pas à construire un espoir commun avec les familles, avec les enfants, parce que moi-même, j'y crois plus, vous voyez bien les faits. Or, on est dans un contexte anthropologique d'invitation au désespoir. Je ne vais pas le développer, mais il y a une invitation au désespoir, au nihilisme, on pourrait dire. Hein, voilà. Donc, quelques raisons d'espérer. Yann Le Bossé dit justement, il est maintenant bien établi que les difficultés de participation des personnes concernées par des interventions sociales sont plus liées aux conditions associées à cette participation qu'à la volonté des personnes concernées de s'engager activement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que la balle est dans notre camp. Donc c'est une bonne nouvelle, ça, plutôt. Si c'était lié à la volonté des gens, on ne peut pas changer leur volonté. Mais en fait, il vient nous dire, travaillons sur les conditions de la rencontre, plutôt que d'essayer de vouloir changer les gens, changeons les conditions dans lesquelles on les rencontre, dans lesquelles on travaille, les propositions qui sont faites, et il y aura de l'émergence progressive de pouvoir d'agir. Alors évidemment, c'est facile à dire de mon point de vue, moi en plus je ne fais pas votre métier, donc c'est très facile d'être l'observateur qui compte les points, et puis qui donne des pistes d'action. Donc je le dis de façon modeste, et du coup je m'interrogeais en venant vous rencontrer sur la tension, par exemple, entre risque et protection. Vous êtes effectivement dans la protection de l'enfance. Or, donc du coup, on n'en a pas assez peu parlé aujourd'hui, je crois, la question de la nécessaire prise de risque. Il faut évidemment, s'il n'y a pas de risque dans nos métiers, c'est que tout est déjà fléché. Et si tout est déjà fléché, c'est que c'est nous qui l'avons fléché. Donc il faut nécessairement qu'il y ait du risque. Alors, une définition, par exemple, du pouvoir d'agir chez Bill Ninax, qui est un travailleur social et chercheur,
C'est notamment, je ne vous lis pas les 3 premiers, mais la capacité de prendre un risque. Donc ça veut dire que c'est la possibilité de prendre un risque. C'est pas une question qu'on va poser qu'à chaque individu, à chaque professionnel. Ce serait trop facile de dire c'est aux collègues travailleurs sociaux non. Comment c'est pensé en équipe pour assumer des risques, en équipe et en partenariat avec le juge, avec le département, etc. Voilà, conclusion. Juste, comme je parlais de Paulo Freire, personne n'éduque autrui. Paulo Freire, je ne vais pas refaire son histoire, pédagogue brésilien, dont justement les pratiques de développement du pouvoir d'agir avec les paysans sans terre aboutissaient à des prises de conscience politiques. C'est pour ça que ça nous pose ces questions là aussi de notre travail. Mais voilà, parce que la parentalité, c'est évidemment une question politique. On a fait croire que c'était une question purement psychologique. C'est faux. Ça l'est aussi, évidemment. Des questions de disparentalité, mais il y a évidemment la parentalité est une question politique. Le sort fait aux parents, l'impossibilité de faire famille quand on est caissière. Bon, après, vous appelez ça parentalité, c'est dégueulasse. C'est simplement qu'on a massacré la possibilité d'avoir des temps en famille. Et ça, c'est uniquement pensé par des gens qui, comme nous, pouvons en avoir des temps en famille. Parce qu'on a des horaires à peu près calés. Enfin, je le dis très très vite, mais vous voyez, il y a une question politique derrière ça. Donc Paulo Freire, voilà, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et puis Hannah Arendt, la philosophe, je ne mets pas cette phrase pour accuser, mais je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir avec elle. Faudrait retourner dans la crise de la culture. Quiconque se propose d'éduquer les adultes se propose en fait de jouer les tuteurs et de les détourner de toute activité politique. Elle n'est pas du tout du travail social, Hannah Arendt, mais elle formule ça dès les années 72, et je trouve que c'est très intéressant parce que dans les pratiques du pouvoir d'agir, on ne peut pas éduquer, on n'éduque pas des parents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à apprendre. Il y a plein de choses où on voit bien là que les parents ont appris des choses. Et là, on apprend toute la vie. On apprend ensemble, on apprend les uns des autres. Apprendre avec les parents, c'est pas un souci. Apprendre quelque chose à des parents, c'est pas un souci. Les éduquer, c'est trop tard. Enfin, c'est la conception d'un certain nombre de tenants du pouvoir d'agir.